Chaque jour, la Russie envoie des centaines, voire des milliers, de ses soldats dans la guerre en Ukraine. Hachoirs à viande, ces soldats sont broyés, recrachés et souvent ne quitteront jamais le champ de bataille, là où les drones, l'artillerie et les mines ukrainiens les mettent en pièces. Pour toute autre nation attaquante, cela indiquerait un échec stratégique majeur. Mais pour la Russie, tout cela fait partie du plan du Kremlin. Des pertes russes catastrophiques ont été révélées. Mais le Kremlin affirme toujours que la guerre en Ukraine se déroule comme prévu. Le 14 octobre, Euromaidan Press a publié un article révélant des chiffres du ministère britannique de la Défense. Ministère de la Défense. Les chiffres ne montrent pas vraiment la stratégie russe en Ukraine. Le ministère de la Défense affirme que la Russie a déjà perdu 332 000 soldats en 2025. Ces chiffres s'arrêtent au 12 octobre, d'après le ministère de la Défense, donc on peut considérer octobre comme un demi-mois. Ce chiffre à lui seul signifie que la Russie perd un peu moins de 35 000 soldats chaque mois dans la guerre en Ukraine, et cela ne fait qu'empirer. Ces 332 000 s'ajoutent aux pertes de la Russie avant 2025, portant le total des pertes russes à 1 118 000, depuis que Vladimir Poutine a lancé son invasion en février 2022. Les chiffres du ministère de la Défense sont similaires à ceux du ministère des Finances ukrainien, qui estime toutefois un peu plus haut. Il estime le nombre à environ 1 125 000, bien qu'une différence de 7 000 soldats ne paraisse pas majeure. D'ailleurs, 7 000 équivaut presque à la taille de l'armée permanente de l'Estonie, qui compte 7 700 militaires actifs selon Global Firepower. Mais cela ne représente rien pour le Kremlin. 7 000 soldats russes morts ou blessés, c'est une semaine ordinaire, comme vous le verrez dans un instant. La leçon à retenir ici est simple. La Russie ne perd pas seulement des soldats, elle perd des armées entières. Toute autre nation envahissante ayant perdu 11 millions de soldats, dont 332 000 en 3/4 d'année, aurait abandonné depuis longtemps. Au moins, elle aurait proposé un cessez-le-feu ou un plan B, mais pas la Russie. Ce taux élevé de pertes n'est pas une tragédie nationale, mais fait partie du plan. Revenons maintenant aux chiffres du ministère de la Défense. En partageant ces chiffres sur X, le ministère de la Défense détaille le taux de perte de la Russie en chiffres quotidiens pour les 2 derniers mois. Il note que la Russie a perdu en moyenne 950 soldats par jour en septembre, soit une hausse modérée par rapport à août. Étonnamment, c'est une bonne nouvelle pour la Russie. Selon le ministère de la Défense, septembre 2025 a eu le deuxième taux de perte le plus bas depuis avril 2024, après août 2025. Euromaidan Press ajoute que septembre et août marquent une forte baisse par rapport au printemps 2025. En mars et avril, la Russie subissait environ 1300 pertes par jour selon le média. Rien qu'en avril, la perte de 36 000 soldats a été réduite de 27% en septembre, par rapport au pic de 2025. Mais les bonnes nouvelles n'ont pas duré. La hausse observée en septembre a continué en octobre. Cependant, en octobre 2025, les pertes russes y ont constamment augmenté, dépassant 1000 par jour, du 5 au 12 octobre d'après le ministère de la Défense. La Russie recommence à subir de lourdes pertes à l'approche de fin 2025, et ces pertes sont vraiment importantes. De plus en plus de soldats russes meurent, plus que jamais. Les pertes ne reflètent donc pas pleinement l'étendue des pertes humaines massives de la Russie, car ce terme inclut les tués, blessés, capturés ou retirés du conflit. Pour avoir une image fidèle de ce qui arrive actuellement aux forces russes, nous devons examiner le ratio de morts par rapport aux blessés dans l'armée russe. D'abord, un peu de contexte. Durant la Seconde Guerre mondiale, les ratios morts-blessés différaient selon les pays et les batailles. L'Institut de paix affirme que pour l'armée soviétique, la bataille dévastatrice contre l'armée nazie à Koursk fut un tournant. On compte 229 blessés pour chaque mort. La première semaine de la bataille. Puis 268 blessés par mort la semaine suivante. D'autres ratios sont comparables ou meilleurs. Le Royaume-Uni, par exemple, oscillait entre des ratios de 167 pour 1 et 459 pour 1. Lors des combats dans les Ardennes, les États-Unis comptaient environ 5 blessés par mort. Gardez à l'esprit que la Seconde Guerre mondiale a été l'un des conflits les plus brutaux de l'histoire de l'humanité. Les guerres modernes ont tendance à présenter des ratios plus favorables, grâce au progrès de la médecine et au fait que les armées se soucient réellement d'évacuer leurs soldats blessés. Les campagnes américaines en Irak et en Afghanistan en sont une preuve solide.
En Afghanistan, les États-Unis comptaient 45 blessés pour chaque mort, tandis qu'en Irak, on enregistrait un chiffre bien plus élevé, de 73 blessés pour chaque mort. Dans ce cas, seul un soldat sur 8 signalé comme victime était réellement décédé. Nous partageons ces informations avec vous pour une raison précise. Le ratio blessés morts en Russie dépasse même celui de l'armée soviétique à la bataille de Koursk. Le 13 octobre Politico a rendu compte d'un rapport conjoint entre Mediazona et la British Broadcasting Corporation. Ce rapport a confirmé les pertes russes au cours des 8 premiers mois de 2025 et il a tiré une conclusion remarquable. En raison de l'absence d'un système normal d'évacuation des blessés du champ de bataille, il n'y a que 13 soldats blessés pour un mort. Le rapport indique que les blessés, mal formés à la médecine tactique, sont souvent abandonnés sans aide, entraînant un faible taux de survie. Cela éclaire différemment les pertes russes. Si le pays perd actuellement environ 1000 soldats par jour en octobre, cela signifie que près de la moitié de ces pertes sont des morts. Ce sont des soldats qui ne pourront jamais revenir se battre un autre jour pour Poutine, ce qui signifie qu'ils doivent absolument être remplacés. La Russie perd non seulement des soldats blessés, mais aussi des morts sur le champ de bataille. Sans véritable plan d'évacuation en place, le Kremlin sacrifie joyeusement la vie de ses soldats. Combien auraient pu être sauvés si la Russie menait une guerre ressemblant, même vaguement, à une guerre moderne? Le ratio de blessés à morts de la Russie est pire que celui de la bataille de Koursk pendant la Seconde Guerre mondiale, qui reste encore aujourd'hui la plus grande bataille de l'histoire de la guerre. Peut-être que cette bataille explique pourquoi tout cela fait partie du plan russe. Bien que la bataille de Koursk ait été dévastatrice pour l'Union soviétique, elle l'a remportée. Elle a empêché l'Allemagne de lancer ses grandes offensives prévues à l'Est. Pour beaucoup, la bataille fut le tournant de la guerre. En ce moment, nous voyons la Russie faire face à un ratio de blessés par rapport aux morts, pire que celui observé même lors de cette bataille. Cela peut être parce que la Russie pense gagner en Ukraine uniquement par la supériorité numérique. Nous en reparlerons plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, les pertes semblent encore s'aggraver pour la Russie. Le 14. Octobre United, 24 médias, a rapporté que l'Ukraine avait signalé 190 affrontements avec les troupes russes sur l'ensemble de la ligne de front, rien que le 14 octobre. La Russie n'est pas sortie gagnante de ces affrontements. L'Ukraine a signalé que l'armée russe avait perdu 1200 soldats en une seule journée, ainsi que 5 chars, 29 systèmes d'artillerie, 145 véhicules et 390 drones. Selon le média, l'Ukraine a aussi frappé la Russie, ciblant surtout ses postes de commandement et équipement. Les forces de défense, l'aviation, les missiles et l'artillerie ont frappé 7 zones de troupes et d'équipements, 3 postes de commandement et 2 pièces d'artillerie russes lors de la dernière journée, selon l'état-major général. Ainsi, non seulement l'Ukraine inflige de lourdes pertes à la Russie, mais elle cible également les types d'infrastructures dont la Russie a besoin pour organiser ses futures offensives. La logique est simple. Chaque poste de commandement détruit rend les offensives russes futures moins organisées. Une offensive désorganisée cause inévitablement plus de pertes russes. Peut-être avez-vous aussi noté autre chose ici. Selon les chiffres du ministère de la Défense partagés plus tôt, la Russie perdait 1000 soldats par jour en octobre. Le 14 octobre, la Russie a perdu 200 de plus en un seul jour. Cela montre que les chiffres alarmants du mois vont encore empirer pour la Russie, loin de la leçon que semblait avoir tiré le pays de ses lourdes pertes. À la fin de l'été et au début de l'automne, les pertes étaient inférieures à 1000 par jour. En août et septembre, une légère tendance à la baisse semblait apparaître. Nous sommes à la mi-octobre, et la Russie envoie et termine à nouveau plus de 1000 soldats par jour dans la machine à broyer, preuve qu'elle n'a pas de réelle stratégie alternative pour gagner en Ukraine. C'est ça le point. La Russie n'a pas de plan B car elle pense que le plan A fonctionne. Cela a été clairement démontré le 10 octobre lorsque la Russie a lancé une frappe aérienne massive contre l'Ukraine, selon United, 24 médias. À la suite de cette frappe, le ministère russe de la Défense a déclaré qu'il était satisfait du résultat des frappes sur l'Ukraine, ajoutant que toutes les cibles qu'il voulait atteindre avaient été détruites. Cela a peut-être été le cas. Cependant, le 10 octobre a également été un jour où la Russie a de nouveau perdu plus de 1000 de ses soldats. RBC. Ukraine rapporte que le bilan du 11 octobre de l'armée ukrainienne indique que la Russie a perdu 1060 soldats, le jour où le ministère russe de la Défense vantait ses frappes. La Russie ne se préoccupe pas de l'attention mondiale face à ses lourdes pertes. Elle se satisfait de ses frappes aériennes et accorde si peu d'attention au nombre massif de victimes dans le pays.
Précisément parce que ce qui se passe sur le terrain se déroule comme prévu. Poutine a déjà fait ce genre de déclaration auparavant. En janvier 2023, après l'échec de sa première opération militaire spéciale, la Russie s'est retrouvée engagée dans une guerre d'usure. Poutine a déclaré que la Russie montrait à l'Ukraine ce qu'elle souhaitait. Il affirmait alors que la dynamique était positive. Tout suit le plan du ministère de la Défense et de l'état-major général. J'espère que nos combattants continueront de nous réjouir par leurs résultats au combat. À ce stade, la Russie approchait 150 000 soldats perdus après avoir dépassé 10 000 pertes. En mars, ce chiffre a été dépassé et environ 1 million de pertes supplémentaires ont suivi, comme prévu par Poutine. Donc, lorsque le Kremlin affirme que la guerre en Ukraine se déroule selon le plan, il ne ment pas. La Russie a intégré la mort massive de ses soldats à sa stratégie. Au lieu d'utiliser l'approche d'assaut combiné, bien plus moderne, qui aurait entraîné un taux de perte bien plus faible. Selon le plan, cela peut surprendre tout pays non prêt à sacrifier plusieurs armées pour un seul objectif. Pour la Russie, c'est la voie habituelle, car l'usure de ses forces et de l'ennemi a toujours été sa méthode. C'est selon l'intérêt national qu'il affirme. La situation en Ukraine reflète la façon dont la Russie a mené de nombreux conflits précédents. La méthode de guerre russe, pour ainsi dire, utilise comme arme son nombre historiquement énorme de soldats disponibles pour obtenir le succès sur le champ de bataille, a déclaré le média en avril dernier. C'est exactement ce que nous avons constaté en Ukraine sur le terrain. La Russie reconstitue constamment ses forces, tandis que l'Ukraine les affaiblit, de même pour son équipement. Ce qui importe au Kremlin, ce n'est pas que ses soldats et son équipement soient détruits en Ukraine. C'est une conséquence attendue de l'approche russe de la guerre. L'essentiel est que ces soldats et cet équipement forcent l'Ukraine à utiliser ses munitions et à perdre des hommes. La progression lente en Ukraine n'est rendue possible que par la force du nombre. Lors de la Première Guerre mondiale, la Russie a envoyé des millions d'hommes contre les armées austro-hongroises et allemandes, selon le National Interest. Pendant la guerre mondiale suivante, Joseph Staline a mobilisé l'Union soviétique de façon inédite, menant à des situations comme la bataille de Koursk. La Russie aurait perdu 80 000 soldats contre 20 000 pour l'Allemagne lors de cette bataille. La bataille de Koursk reste une grande victoire russe. Pour d'autres pays, de telles pertes seraient catastrophiques. Un événement militaire mettrait fin à la guerre, affaiblissant le pays au point qu'une invasion causerait de graves dégâts ultérieurs. Pour la Russie, ce genre de perte fait simplement partie du plan. L'Ukraine montre que la Russie utilise l'usure aussi bien en attaque qu'en défense. En juin, David Blair du Télégraphe a publié un article sur la stratégie russe en Ukraine jusque-là. Son article comportait un graphique intéressant. On estimait alors à 250 000 le nombre de soldats russes morts sur 950 000 pertes. Ces chiffres ont été enregistrés après un peu plus de 3 ans de guerre. Le graphique indique que 58 220 soldats américains sont morts en 8 ans lors de la guerre du Vietnam, soulignant que l'offensive terrestre de la Russie était déjà obsolète, il y a plus de 50 ans. Ces chiffres évoquent l'image de Poutine jetant la totalité de sa première armée d'invasion dans une fournaise, puis d'en rassembler une autre et de recommencer, écrivait Blair en juin. Et il n'a pas tort. C'est ce que la Russie a fait. Comme l'article du National Interest, Blair dit que l'attachement de Poutine à l'histoire russe, plus qu'aux méthodes modernes de guerre, est en cause. Il affirme que la vision du président russe sur la guerre ne s'inspire d'aucun conflit postérieur à 1945. Au lieu de cela, Poutine est imprégné de l'histoire de ce que les Russes appellent la Grande Guerre patriotique, l'épopée de l'Union soviétique contre l'invasion d'Hitler entre 1940 et 1945. Il semble que la Seconde Guerre mondiale soit le modèle de l'approche de la Russie envers l'Ukraine. Cela, combiné au mépris insensible de Poutine pour le nombre de soldats que la Russie perd, explique comment les chiffres du ministère de la Défense sont, selon la Russie, tous prévus dans le plan. C'est simplement un plan qui n'a aucun sens pour une armée moderne, car les armées ne sont plus conçues pour combattre de la manière dont la Russie se bat. Ce n'est pas seulement au niveau stratégique non plus. Les armées occidentales ne traitent pas leurs soldats avec l'indifférence froide que Poutine et le Kremlin réservent aux troupes russes. Poutine est prêt à voir la souffrance, ça ne lui pose aucun problème. La Russie subit plus de pertes que pratiquement n'importe quelle autre guerre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La question doit être posée. Pourquoi ? Une raison pour laquelle tout se déroule comme prévu pour la Russie est que les forces de Poutine progressent. Ce ne sont pas des avancées impressionnantes, loin de là, mais elles existent tout de même. Le 8 octobre,
Reuters a rapporté que Poutine affirme que la Russie a pris environ 1930 miles carrés en Ukraine depuis 2025. En supposant que Poutine dise la vérité, ce qui est une grande supposition à faire. Cela représenterait 1% de l'Ukraine, portant la part prise par la Russie à près de 20% selon Reuters. Pour Poutine, posséder un cinquième du pays prouve que son plan marche. Peu importe que la plupart de ces gains aient eu lieu au début de la guerre, quand la Russie a conquis de nombreux territoires avant d'être repoussée par l'Ukraine. Pour le Kremlin, 20% en 3 ans et demi reste 20%. C'est la preuve que le prix payé en sang de soldats russes, bien que lourd, en vaut la peine. Cependant, il y a une autre raison pour laquelle Poutine est si disposé à poursuivre le plan russe. En ce moment, Poutine ne cherche peut-être pas à capturer toute l'Ukraine. Il souhaite seulement que la Russie prenne assez de territoire pour donner à Poutine un avantage lors de futures négociations de paix. Poutine retarde sans cesse les négociations de paix commencées début 2025, et il le fait pour une raison. Le 16 août, après la rencontre de Poutine en Alaska avec Donald Trump, The Guardian a révélé que Poutine avait fait du contrôle russe sur Louhansk et Donetsk l'une de ses exigences. Pour un cessez-le-feu en Ukraine, les lignes de front devraient être gelées, a déclaré Poutine, précisant que ces deux régions l'intéressent particulièrement. Et c'est pour Louhansk et Donetsk que la Russie continue d'épuiser ses troupes. Tout se déroule selon le plan pour la Russie, car elle progresse lentement à travers ces deux régions. Chaque kilomètre carré conquis, même lentement, est un levier de plus pour Poutine. Son objectif actuel semble être que la Russie occupe Louhansk et Donetsk de manière si complète que l'Ukraine sera forcée de les céder dans le cadre de tout futur accord de paix. Le plan restera en place jusqu'à la fin de cette occupation. La Russie engagera des centaines de milliers, voire des millions de soldats pour cette cause. Leur perte en vaudra la peine, dans l'esprit de Poutine, car chaque victime le rapproche de s'inscrire dans les annales de l'histoire en tant que dirigeant russe, qui a rendu l'Ukraine à ses véritables propriétaires. C'est une vision déformée, et il se pourrait bien que ce soit ce plan russe lui-même qui cause la perte de la Russie. En avril, Georges Barros, de l'Institut pour l'étude de la guerre, ou Institut pour l'étude de la guerre, s'est exprimé dans le New York Post. Il a affirmé que les lourdes pertes et les dépenses énormes de la Russie pour ses soldats ne sont pas soutenables. Barros affirme que le recrutement de combattants, efficace pendant 25 ans, commence à échouer. La Russie doit composer avec les lois économiques, la rareté des ressources et une main-d'œuvre limitée. Un rapport de l'Institut pour l'étude de la guerre indique que les principaux problèmes économiques liés aux lourdes pertes russes devraient probablement émerger dans 12 à 18 mois. C'est exact, vers la fin de 2026. Et cela signifie que le plan de la Russie pourrait être soumis à une échéance. Doc Brown n'avait sans doute pas besoin de route pour aller où il allait dans Retour vers le futur. Mais la Russie en a absolument besoin pour mener ses assauts contre l'Ukraine. Sans route, la Russie ne peut pas mobiliser pleinement ses unités mécanisées sur Pokrovsk, rendant la prise de ce centre logistique vital plus difficile. L'Ukraine comprend trop bien l'importance des routes près de Pokrovsk, et elle s'assure que ces routes deviennent des pièges mortels pour les forces russes. L'armée russe à Pokrovsk est anéantie. Sur les routes de la mort en Ukraine, personne ne survit au trajet car l'Ukraine a fait de ces routes une mission kamikaze. Selon Euromiden Press, l'Ukraine contrôle désormais les routes de la mort, rapporté le 14 octobre. Une stratégie qui a si bien fonctionné pour elle à plusieurs reprises dans le passé, portée à un nouveau niveau. Près de Pokrovsk, l'Ukraine ne retient rien, rapporte le média, car elle envoie ses meilleures unités de drones pour patrouiller sur les routes menant à Pokrovsk et autour de la ville. Ces drones patrouillent en permanence. Ils recherchent tout ce qui porte les couleurs russes, et lorsqu'ils trouvent ce qu'ils cherchent, ces drones éliminent leurs cibles. Le but est de paralyser le réseau logistique russe, pour s'assurer que toutes les futures attaques contre Pokrovsk soient bien plus faibles qu'elles n'auraient pu l'être autrement. Ce n'est pas une attaque directe de l'Ukraine, c'est l'affaiblissement brillant d'une force de Pokrovsk qui comptait 110 000 soldats au début de l'été, et qui s'érode depuis. C'est grâce à ces drones, qui établissent ce que les soldats au sol appellent des routes de la mort, que les dernières offensives russes sur Pokrovsk ont échoué aussi lamentablement. Souvent, ces offensives échouent avant même de vraiment débuter. Cela pousse Poutine et ses généraux à revoir la stratégie pour prendre une ville aussi bien défendue par l'Ukraine. La précision est essentielle pour l'Ukraine, selon Euromaidan Press. Une précision absolue est cruciale pour rendre les routes autour de Pokrovsk inutilisables, logiquement pour la Russie.
Le média indique qu'il existe plusieurs vidéos géolocalisées mettant en avant l'efficacité de l'approche ukrainienne, dont une où une camionnette russe OAZ prend feu après avoir été frappée par l'un des drones ukrainiens sur les routes de la mort, pour montrer à quel point l'Ukraine fait preuve de précision dans sa dernière stratégie défensive. Ce drone n'a pas frappé le compartiment moteur de la camionnette, ni ne l'a touché sur le côté. L'Ukraine a fait voler un drone dans la fenêtre ouverte de la camionnette, n'activant sa charge utile qu'une fois elle est à l'intérieur. On ne peut qu'imaginer le sort macabre des Russes qui conduisirent la camionnette. Un drone ukrainien a repéré un T-80 circulant sur une autre route, près de Pokrovsk. De façon comique, ce char tentait de se faufiler sur la route pour fournir un appui-feu à une offensive russe, selon Euromaidan Press. Étant donné qu'il s'agit d'un char de 93 200 livres, qui mesure presque 325 pieds de long et 1115 pieds de large, être discret est une proposition plutôt compliquée. Le char aurait facilement été repéré par l'armée de drones patrouilleurs de l'Ukraine, et une fois que c'était fait, l'Ukraine avait un autre char détruit. En plus des 11 200 véhicules détruits par l'Ukraine depuis l'invasion de Poutine, la Russie a tenté de protéger son T-80 contre les drones ukrainiens. Comme l'explique Euromaidan Press, le char était protégé par des cages supplémentaires et la guerre électronique, mais il a tout de même été facilement touché, selon le média. La mention des cages est intéressante. Les cages ne sont pas des éléments typiques pour les chars. Le char est censé être une boule de blindage et de puissance de feu, capable d'encaisser 1 ou 2 coups. La Russie a installé des cages sur ses chars durant la guerre en Ukraine pour tenter de contrer les drones ukrainiens. Ces dispositifs sont appelés des cages de protection. Elles ne sont pas toujours efficaces. La Russie a imaginé toutes sortes de conceptions étranges et farfelues pour ces cages de protection. Business Insider a partagé quelques exemples en août, mettant en avant un char monstrueux qui était équipé de tellement de matériel qu'il a fallu 60 drones first-person view, ou à vue subjective, de l'Ukraine pour finalement le détruire. C'était un exemple rare de réussite d'une cage de protection russe. Cela n'a été possible que parce que les forces russes disposaient de nombreux matériaux de rechange. Mais est-ce vraiment un succès ? L'Ukraine a attaqué ce char avec 60 drones l'empêchant de tenter toute manœuvre d'évasion. C'est grâce à l'énorme cage de protection construite autour de lui. Cela montre que la Russie est si désespérée de protéger ses chars qu'elle les rend presque inutilisables. Certaines cages de protection sont plus rudimentaires que celles présentées par Business Insider. La Russie a employé des cages métalliques, filets, bois et chêne pour improviser un blindage protégeant ses chars des drones ukrainiens. Ce blindage complique parfois la détection des faiblesses par les opérateurs de drones ukrainiens. Mais presque inévitablement, ces cages de fortune échouent et le blindage russe est détruit. On ignore l'apparence de la cage soudée sur le T-80 et sur la route de la mort, mais cela importe peu. L'Ukraine l'a détruit. Les chars ne sont pas les seules victimes des routes meurtrières en Ukraine. Les opérateurs de drones ukrainiens utilisent tout ce qu'ils trouvent pour détruire des véhicules russes et répondre à leurs besoins logistiques. Selon Euromaidan Press, la Russie utilise divers véhicules de ravitaillement pour attaquer Pokrovsk, fourgonnettes, pick-up, motos et motards solitaires. L'Ukraine élimine ceux qui tentent d'apporter de petites quantités de munitions ou de rations au front. Le simple fait que ces véhicules soient utilisés démontre l'état catastrophique des forces mécanisées russes en ce moment. Après d'importantes pertes de chars et blindés, la Russie doit utiliser des véhicules non prévus pour la guerre. En mars, l'ex-correspondant de Forbes David Axe signalait déjà la dépendance croissante de la Russie aux véhicules civils. Il a écrit que la Russie s'est retrouvée confrontée à un problème difficile alors qu'elle lançait de plus en plus d'assauts contre les défenses de l'Ukraine en 2023 et 2024. Avec la hausse des assauts, les pertes matérielles ont aussi augmenté, atteignant les 11 200 chars détruits cités plus tôt. Axe mentionne aussi une enquête de février indiquant que les véhicules civils, dont voitures, quads et voiturettes de golf, constituaient environ 70% des pertes de véhicules russes ce mois-là. La situation s'est aggravée. En Russie, le manque de chars et blindés pousse à utiliser encore plus de véhicules civils en Ukraine. La Russie pense pouvoir utiliser ces véhicules pour transporter des fournitures et ainsi éviter de risquer ses blindés. Mais cette logique est contredite, car les véhicules civils n'ont aucun moyen de se défendre contre les drones ukrainiens, capables de détruire des chars. En mai, Axe, désormais chroniqueur pour Trendchart, affirmait que 90% des centaines de véhicules que la Russie perd chaque mois en Ukraine sont civils. Ce n'est pas une tactique russe astucieuse qui permet de sauver les chars et les véhicules blindés russes. C'est une tactique désespérée.
Cela nous montre à quel point la Russie manque de blindés, alors que nous approchons de la fin de la 4e année de la guerre en Ukraine. Pour les motos, la Russie a au moins une meilleure raison de s'en servir. Selon Cable News Network en avril, la Russie considère que la vitesse et l'agilité des motos, supérieures à d'autres véhicules, permettent de mieux échapper aux drones ukrainiens. Peu importe le pilote non protégé sur la moto, qui est condamné si l'un de ces drones parvient à toucher sa cible. La Russie est tellement convaincue de l'efficacité de son approche basée sur les motos, qu'elle a même publié des vidéos de propagande montrant ses soldats s'entraînant à lancer des assauts, en groupe de 2 ou 3, comme d'autres véhicules civils protégés. Les motos ne fonctionnent pas. Dès qu'ils empruntent une route de la mort en Ukraine, ces motos sont détruites par les drones qu'elles devraient éviter. Les tentatives russes, à Pokrovsk, ont laissé les routes de la mort couvertes d'épaves de véhicules variés. Les opérateurs de drones surveillent sans relâche, comme le montrent les images des 2 camps après les frappes ukrainiennes. Des carcasses métalliques en feu et des cratères tous les quelques mètres, rapporte Euromaidan Press. Le plus fou, c'est que la Russie aurait déjà dû apprendre cette leçon plusieurs fois. À ce stade, l'Ukraine utilise déjà les drones pour créer des routes de la mort impénétrables, ce qui n'est plus une tactique nouvelle. Elle a déjà fait la même chose à plusieurs reprises. Prenez Koursk comme exemple. En août 2024, l'Ukraine a mené une contre-invasion dans cette oblast russe, reprenant des centaines de kilomètres carrés de territoire à Poutine. En octobre de la même année, la Russie lança une contre-offensive contre les Ukrainiens à Koursk. En réponse à la contre-offensive, l'Ukraine a mis en œuvre sa stratégie des routes de la mort. Militani a montré à quoi ressemble une de ces routes en octobre 2024. Il a réalisé un reportage sur un tronçon de près de 140 km de l'autoroute Snagost-Zelenishlak de Koursk, que les défenseurs ukrainiens avaient rendu mortel pour tout véhicule russe tentant de l'emprunter. Lors du reportage de Militani, plus de 30 équipements russes avaient été détruits sur ce tronçon d'autoroute. En quelques semaines, l'Ukraine utilisait la même stratégie que celle que nous voyons aujourd'hui à Pokrovsk. Des drones étaient déployés sur les routes pour former une barrière impénétrable. Ces drones patrouillaient en permanence, éliminant tout ce qu'ils rencontraient. Militani a même partagé une vidéo de cette autoroute maudite, en précisant que les images montraient 9 transports de troupes blindées détruits, ainsi que 12 véhicules de combat d'infanterie, 5 véhicules blindés et 3 chars. Il est possible que les soldats russes mordiorkos à Pokrovsk ignorent ces autoroutes de la mort. Koursk est à des centaines de kilomètres de Pokrovsk. Peut-être que la situation actuelle résulte d'une mauvaise communication, plutôt que d'une répétition par la Russie d'erreurs ayant déjà coûté des dizaines de véhicules. Cet argument serait valable, sauf que l'Ukraine a déjà appliqué la stratégie des routes de la mort près de Pokrovsk. Euromaidan Press souligne que ces nouvelles routes de la mort rappellent celles établies par l'Ukraine à l'ouest de Pokrovsk il y a quelques mois. Des images de la route publiées sur YouTube en juillet. La route de 8 km relie Zvovta, Novopostinka et Pustinka près de Pokrovsk. Et elle était devenue un nouveau piège mortel pour les véhicules russes. Plus de 140 chars blindés et véhicules civils détruits ont été vus sur la route. Cela fait 285 véhicules par mile, ce qui est le genre d'embouteillage dans lequel aucun soldat russe ne voudrait se retrouver coincé. À l'époque, la Russie envoyait surtout des voitures et camions civils sur cette route de la mort pour soutenir sa logistique. La Russie n'a rien appris de ses expériences passées avec les routes de la mort en Ukraine, ou, plus précisément, les commandants russes savent probablement à quel point ces routes sont dangereuses. Ils s'en moquent, ou désespérés de maintenir l'approvisionnement, forcent quand même leurs troupes à les emprunter. Les conséquences restent identiques. Des dizaines de véhicules sont détruits, et généralement bien avant d'atteindre les soldats en première ligne qu'ils sont censés approvisionner. Maintenant que l'Ukraine a constaté le succès de sa stratégie des routes de la mort, elle cherche à capitaliser sur ce qu'elle a déjà accompli près de Pokrovsk. L'un des moyens qu'elle utilise pour cela, rapporte Euromaidan Press, est de s'assurer que le commandant Robert Brovdi, alias Corsigne Magyar, supervise toujours le secteur de Pokrovsk. Brovdi, auparavant homme d'affaires et entrepreneur, s'est engagé dans les forces de défense territoriale de l'Ukraine le 7 février 2022, avant l'invasion de Poutine. Ce n'est que quelques semaines plus tard que les forces russes ont envahi l'Ukraine, et Brovdi les combat depuis lors. Brovdi a été salué comme l'un des pères de la défense ukrainienne centrée sur les drones contre la Russie. C'est à ce moment que le président ukrainien Volodymyr Zelensky lui a remis l'une des plus hautes distinctions militaires du pays. Il commande désormais les systèmes sans pilote des forces armées ukrainiennes.
Sa présence à Pakrovsk explique en grande partie comment l'Ukraine a appliqué sa stratégie des routes de la mort. Brovdi maîtrise les drones aussi bien, voire mieux, que presque tous les membres de l'armée ukrainienne. Son expertise aide l'Ukraine à établir des défenses et patrouilles de drones multicouches, rendant les routes de la mort très dangereuses pour soldats et véhicules russes. Sa doctrine, dominée totalement par les drones sur une douzaine de kilomètres derrière le front. Selon Euromaidan Press, à Brovdi, chaque mètre de route est surveillé, chaque véhicule suivi et chaque mouvement immédiatement sanctionné. Les défenseurs ukrainiens à Pokrovsk seront plus qu'heureux de l'avoir à leur côté, et encore plus heureux qu'il semble que Brovdi va rester à Pokrovsk. Pour l'avenir prévisible, la Russie doit répéter à Pokrovsk des actions déjà entreprises, revoir sa stratégie. Avec des routes de la mort aussi efficaces, la Russie ne peut tout simplement plus utiliser les mêmes tactiques qu'elle utilisait il y a seulement quelques mois près de Pokrovsk. Les attaques mécanisées majeures sont quasi impossibles. La Russie ne peut pas déployer ses chars et blindés vers les zones d'assaut, car ils doivent traverser une mer de drones. Les motos, que la Russie voyait comme solution contre la défense ukrainienne saturée de drones, se sont aussi montrées très vulnérables. Face à ces difficultés, selon Euromaidan Press, la Russie a réduit ses assauts, envoyant de petites équipes de tir, souvent de 3 soldats ou moins, pour infiltrer les défenses ukrainiennes. Et RBC Ukraine a aussi signalé ce changement de tactique russe début septembre. Il a déclaré que la Russie avait envoyé plusieurs unités de Marines à Pokrovsk pour tenter une percée décisive dans la région. Le problème, c'est que les percées ne peuvent pas avoir lieu, ou du moins ne peuvent pas être maintenues, sans le soutien de blindés fournissant un appui-feu. Ces blindés ne sont pas disponibles à cause des routes de la mort en Ukraine, donc la Russie mise sur les petits groupes déjà mentionnés. Un rapport du 7e corps d'armée des forces d'assaut aérien des forces armées ukrainiennes explique ce que la Russie essaie de faire, maintenant que ces attaques mécanisées sont devenues inutiles. L'objectif principal de l'ennemi à Pokrovsk est de s'approcher le plus possible des positions des opérateurs de drones ou des équipes de mortiers, pour disperser nos forces, occuper de nouvelles positions et élargir la zone grise, a déclaré le 7e corps d'armée sur Facebook. Certains parleraient d'un choix tactique astucieux de la Russie. Au lieu d'envoyer ses véhicules au front, elle envoie des infiltrés derrière les lignes ukrainiennes. Ainsi, ils peuvent cibler les personnes qui opèrent les drones qui arrêtent ces véhicules sur place. Cependant, Brovdi comprend bien la stratégie russe et prépare déjà des contre-mesures. Avec les routes de la mort établies, Euromaidan Press indique que Brovdi ordonne désormais aux drones ukrainiens de donner la priorité à l'infanterie russe avant les véhicules. Les opérateurs de drones de Pokrovsk ont maintenant des quotas mensuels de neutralisation minimales. Ces taux doivent dépasser la capacité de la Russie à mobiliser de nouveaux soldats vers Pokrovsk, selon Euromaidan Press. Nous pourrions voir ici l'émergence d'une stratégie détournée. Actuellement, Brovdi et ses forces visent l'infanterie russe, principale menace pour Pokrovsk. Les véhicules sont moins menaçants, car la Russie a compris que les routes de la mort ne valent pas le risque. La Russie pourrait réaliser que l'Ukraine cible ses soldats, et non ses véhicules, ce qui pourrait la pousser à retenter les routes de la mort. Brovdi surveillera cela de près. Dès que la Russie préparera une attaque mécanisée ou réactivera ses réseaux logistiques, les opérateurs de drones de Pokrovsk frapperont probablement à nouveau les véhicules. C'est un jeu de réaction et de contre-attaque, vu le nombre de soldats et de véhicules russes perdus à Pokrovsk. L'Ukraine semble gagner ce jeu. Les routes meurtrières en Ukraine empêchent Poutine de prendre Pokrovsk à l'automne, retardant la Russie sur les plans de son dirigeant. Pokrovsk était censé être aux mains de la Russie à la fin de l'été. Maintenant, Poutine devient de plus en plus désespéré. Selon Zelensky, la Russie tente désormais une offensive plus forte contre Pokrovsk pour dissimuler les pertes subies par son armée à Dobropilia. Le 9 octobre, Pravda a rapporté que Zelensky avait déclaré « Ils avaient d'abord dit pour septembre, puis ils ont repoussé l'échéance à novembre ». Ce commentaire évoquait la date limite fixée par Poutine pour prendre le Donbass en Ukraine. L'opération a clairement impacté la défense de Pokrovsk. Ayant pris conscience de leurs lourdes pertes près de Dobropilia, les Russes ont maintenant reçu l'ordre de prendre Pokrovsk en urgence. À tout prix. Nous savons ce que « à tout prix » signifie pour Poutine. La Russie enverra sûrement plus de soldats et peut-être de véhicules à Pokrovsk. Impossible de prévoir l'efficacité de ces offensives. Les routes de la mort sont toujours très actives, et elles sont prêtes à écraser toute nouvelle offensive russe. Tout comme elles ont écrasé tout ce que la Russie a tenté depuis la campagne d'été ratée pour prendre Pokrovsk. Pourtant, Poutine ne se souciera pas du nombre de soldats qu'il perd, tant que Pokrovsk tombera finalement.
Il accepte déjà la mort des soldats russes insoumis, alors pourquoi pas à Pokrovsk? La Russie a plus que sa part de problèmes sur le champ de bataille ukrainien. Plus d'1 million de soldats d'autres pays ont été tués ou blessés, et des dizaines de milliers d'unités d'équipements militaires ont été détruites. Cependant, ce n'est peut-être pas ce que fait l'Ukraine sur son territoire qui mettra fin à la guerre de Vladimir Poutine. Cela pourrait être un problème à l'intérieur de la Russie. Une maladie apparemment incurable qui touche la Russie depuis l'époque soviétique est aujourd'hui sur le point de détruire le pays. La Russie souffre du syndrome hollandais, et cela ronge le pays de l'intérieur. C'est ce qu'affirme Paul Warburg, qui a publié une vidéo sur YouTube le 10 octobre détaillant comment la version russe du syndrome hollandais est à plusieurs niveaux. Et il s'agit peut-être de l'un des pires cas jamais observés. Mais avant d'approfondir l'analyse de Warburg, un peu de contexte s'impose. Il est important de comprendre ce qu'est le syndrome hollandais avant de pouvoir voir comment la Russie est touchée par ce qui pourrait être une dose fatale de cette maladie pour le pays. Comme son nom l'indique, le syndrome hollandais tire son nom d'un incident très précis qui s'est produit aux Pays-Bas à la fin des années 1950. Tout a commencé quand les Néerlandais ont découvert du gaz naturel en mer du Nord en 1959. Les Néerlandais ont extrait et vendu ce gaz, générant ainsi une grande richesse. Cela a également entraîné une forte hausse de la valeur de la monnaie des Pays-Bas. Tout cela semble formidable jusqu'à ce que les inconvénients deviennent évidents. Qu'un seul produit ait un tel impact sur un pays n'est pas idéal pour les autres produits que ce pays vend. Alors que les Pays-Bas profitèrent de la nouvelle richesse générée par leur industrie énergétique, d'autres secteurs économiques du pays ont commencé à s'effondrer. Le renforcement du gilda néerlandais a involontairement affaibli les exportations néerlandaises de produits non énergétiques. Le chômage a grimpé en flèche, passant de 11% à 51%, car les entreprises Goetheks en dehors du secteur de l'énergie ont été contraintes de fermer leurs portes pour plusieurs raisons. Ces entreprises ne gagnaient pas assez et devaient affronter un secteur en croissance proposant de meilleurs salaires à leurs futurs employés. Tout le monde voulait travailler dans le pétrole et le gaz néerlandais, ce qui a entraîné l'effondrement des autres industries. Cette situation montre ce qui arrive quand un pays mise tout sur un seul secteur. On ne peut reprocher aux Pays-Bas d'avoir voulu profiter au maximum de leur nouveau gisement de gaz et de pétrole. Toute autre nation ferait pareil. Cependant, la croissance rapide de l'industrie énergétique du pays a tout changé autour d'elle. C'est ça, le syndrome hollandais, en résumé. Actuellement, la Russie souffre fortement de cette maladie, risquant l'effondrement de son économie, avant que l'Ukraine puisse expulser physiquement les envahisseurs russes de son territoire. Et cela nous ramène à la vidéo de Warburg, qu'il commence en soulignant l'ampleur de la catastrophe qui plane sur l'avenir de la Russie. Comme pour les Néerlandais, tout débute avec l'industrie énergétique russe, présentée par Warburg comme le principal symptôme de la maladie hollandaise en Russie. L'industrie énergétique russe est à genoux en ce moment. Cela est surtout vrai pour ces secteurs de l'essence et du pétrole raffiné, soumis à des bombardements ukrainiens constants depuis des mois. Le 14 octobre seulement, le Kiev indépendant a rapporté que la Russie avait demandé à son service fédéral anti-monopole d'imposer des prix maximum dans les stations-service à travers le pays. Cela arrive à cause de pénuries importantes qui perturbent l'offre et la demande. Comme les stations-service reçoivent si peu d'essence à vendre, certaines augmentent leur prix pour profiter de la demande pour un produit qui est maintenant en très faible quantité. La Russie tente encore de faire baisser les prix via la législation. Cependant, de nombreuses stations-service n'ont tout simplement pas assez du produit à vendre. Beaucoup de stations-service russes ont complètement arrêté de vendre. Rien que dans le district fédéral sud du pays, 220 stations-service, soit 14% du total du district, ont complètement suspendu la vente de carburant. La Russie affirme que c'est seulement un problème temporaire. Le 13 octobre, le ministre des Finances russe, Anton Siluanov, a tenté d'affirmer que la Russie maîtrisait ce problème. Concernant la question spécifique des prix du carburant dans certaines régions, il est clair qu'il existe actuellement certaines contraintes d'approvisionnement, que je suis convaincu que nous surmonterons dans un avenir proche. Reuters rapporte que Siluanov affirme cela. Il a tort! Les contraintes d'approvisionnement proviennent des frappes de drones longue portée de l'Ukraine. Ces frappes ne cesseront pas simplement parce que la Russie l'espère.
Ceci résulte directement des frappes ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques russes, notamment les raffineries de pétrole, qui se poursuivent, et elles ne font qu'augmenter de jour en jour. Comme le souligne Warburg, ce n'est pas ce que la Russie veut entendre. Selon la British Broadcasting Corporation, le 2 octobre, l'Ukraine a frappé 21 des 38 grandes raffineries russes, en 2025 certaines, à plusieurs reprises. C'est une hausse de 48% des frappes sur les raffineries en 2024, et rien ne montre que l'Ukraine va s'arrêter. Elle peut constater l'impact de ces attaques, non seulement dans les files d'attente aux stations-service russes, mais aussi dans les mesures désespérées prises par la Russie pour surmonter sa crise du carburant. Par exemple, la Russie se tourne vers d'autres pays pour se procurer de l'essence. Le 1er octobre, le Kiev indépendant a indiqué que la Russie cherche désormais en Asie à assurer ses approvisionnements en essence. Après que la frappe contre la raffinerie ukrainienne a mis hors service près de 40% de la capacité de raffinage du pays, la Chine semble faire partie de ces pays, et cette question sera abordée sous peu, tout comme la Biélorussie. Ici, le syndrome hollandais de la Russie commence à apparaître. La Russie ne devrait pas acheter d'essence. Le pétrole et le gaz sont les deux moteurs économiques les plus puissants du pays. Maintenant qu'elle n'a plus d'essence à vendre, la Russie subit un énorme choc. Comme le souligne Wahlberg, les exportations d'énergie de la Russie représentent la majorité des revenus de tout le pays. Même les revenus non issus directement des exportations d'énergie proviennent souvent indirectement de celles-ci. En résumé, les entreprises soutenant l'industrie énergétique russe, telles que les stations-service, connaîtront des difficultés dès que le secteur énergétique russe sera en difficulté. C'est la maladie hollandaise dont souffre la Russie, du moins en surface. Mais cela va beaucoup plus loin. Avant d'expliquer comment, il faut explorer une ironie douloureuse que la Russie affronte actuellement. La Chine est l'un des pays auprès desquels la Russie va acheter des produits pétroliers raffinés pour compenser le déficit qu'elle connaît actuellement. La Chine est depuis le début de la guerre en Ukraine l'un des principaux acheteurs de pétrole brut russe. En 2024, la Chine a acheté plus de 100 millions de tonnes de pétrole russe à prix réduit. Warburg observe que les ventes de pétrole russe à la Chine étaient à peine rentables, car la Russie dépendait fortement de la Chine, comme l'un de ses derniers grands clients. Ironiquement, la Chine revend maintenant à la Russie, sous forme de produits raffinés plus chers, le pétrole brut qu'elle avait acheté massivement. La Russie pensait que la Chine la soutenait financièrement dans la guerre en Ukraine. La réalité, c'est que la Chine est plus qu'heureuse d'exploiter la position affaiblie de la Russie, ce qui rend la maladie hollandaise qui frappe la Russie encore plus débilitante. Sur le plan géopolitique, la Chine a manipulé la Russie comme un violon, comme l'a souligné la fondation Jamestown dès décembre 2023. La fondation a déclaré que la Russie est de plus en plus contrainte de fournir des ressources stratégiques à ses partenaires, à des conditions très défavorables, en échange de simples démonstrations de soutien politique et d'assistance. Il y a presque 2 ans, pas grand-chose n'a changé. En dehors de la Chine, certains profitent davantage de la vulnérabilité russe en vendant leurs produits pétroliers raffinés pour récupérer une partie des fonds que Vladimir Poutine comptait utiliser pour la guerre en Ukraine. L'industrie pétrolière en difficulté de la Russie est désormais citée comme principal symptôme de sa maladie hollandaise. D'autres problèmes, plus profonds, sont mis en évidence par le commentaire désinvolte de Wahlberg. Même les industries qui soutiennent le secteur énergétique de la Russie dépendent du succès de ce secteur. C'est pareil pour la plupart des autres industries en Russie, simplement parce que le pays est immense. C'est là que la stratégie de frappe sur les raffineries ukrainiennes montre tout son génie. Warburg note que les raffineries de la Russie sont réparties dans tout le pays. L'Ukraine a donc ciblé un maximum de raffineries dans la limite de la portée de ses armes. Comme le révèle Wahlberg, il y a une raison majeure pour la répartition des raffineries russes. La raison pour laquelle les raffineries sont réparties géographiquement dans tout le pays est de réduire les coûts de transport du dernier kilomètre, afin que l'énergie raffinée n'ait pas à parcourir de longues distances. Pensez à ce que cela signifie pour la Russie en ce moment. Les raffineries qui fonctionnent encore à une capacité décente sont celles qui sont hors de portée des drones longue portée de l'Ukraine. Cela signifie aussi que ces raffineries sont très éloignées des régions russes, qui ont besoin de plus d'essence. La Russie doit désormais transporter ses produits pétroliers, raffinés, sur de plus longues distances, utilisant ces mêmes produits pour alimenter camions et trains sur ces trajets. Il en est de même pour le pétrole raffiné importé par la Russie, qui ne possède que peu de ports pour accueillir ces produits. L'essence que la Russie achète doit être transportée sur de longues distances pour arriver là où elle doit aller. C'est une seconde couche de coûts
Et cela aggrave encore le syndrome hollandais de la Russie. La seule solution que la Russie a trouvée à sa dépendance au pétrole est une solution qui ne fait qu'accroître cette dépendance. Selon Warlorg, ce problème pourrait presque provoquer l'effondrement de l'économie russe. Cela est dû à la perte de revenus et à la hausse des coûts, mais aussi pour la simple raison que si les gens ne peuvent pas utiliser l'énergie, ils ne peuvent ni acheter, ni vendre, ni commercer entre eux. La Pravda rapporte qu'au 12 octobre, plus de la moitié des régions de Russie ont été touchées par des pénuries d'essence. Dans plusieurs de ces régions, les consommateurs russes sont limités à l'achat de seulement 10 à 20 litres d'essence par visite à la station-service, en supposant qu'ils puissent acheter de l'essence tout court. Cela représente au mieux 43,9 litres, ce qui est loin d'être suffisant pour remplir le réservoir de la plupart des voitures. Pour les entrepreneurs russes, qui dépendent des déplacements à travers le pays pour faire fonctionner leurs entreprises, que ce soit leurs propres déplacements ou ceux de leurs employés, la situation est critique. Les voitures peuvent à peine faire le plein suffisamment pour atteindre les limites de leur propre région, sans même parler de voyager dans d'autres régions de la Russie. Comme dit plus tôt, la maladie hollandaise touche aussi les autres entreprises que celles où un pays s'enrichit. Dans le cas des Pays-Bas, une monnaie en forte hausse a eu un impact négatif sur les autres secteurs. La Russie peine à répondre à la demande d'essence de ses entreprises après la perte de ses produits clés. Et la Russie ne peut pas faire grand-chose pour résoudre ce problème de la maladie hollandaise non plus. Après tout, c'est un problème qui existe depuis des décennies, et c'est un problème qui ne peut pas être résolu dans le système de gouvernement sous lequel la Russie fonctionne. Warburg souligne ce point, en notant que les premiers pays touchés par la maladie hollandaise ont réussi à s'en remettre. Parce que les Pays-Bas sont une nation démocratique, la Russie, en revanche, est une oligarchie. Les difficultés économiques de la Russie pendant la guerre en Ukraine sont connues, mais ces oligarques ne sont pas touchés. En août, Newsweek a indiqué que les milliardaires russes les plus riches s'enrichissent très vite. L'an dernier seulement, ces oligarques ont accru leur fortune collective de 20 milliards de dollars. Cette avidité à courte vue va s'accentuer avec les difficultés actuelles de la Russie sur son produit principal. L'offre et la demande interviennent encore. Les raffineurs de pétrole russes restants peuvent maintenant demander plus d'argent pour leurs produits en raison des pénuries en Russie. C'est déjà évident. Selon France, 24, l'essence sans plomb, 92 et essence sans plomb, 95 se vendent maintenant à 901 000 $ la tonne, atteignant presque leurs records historiques. Les oligarques russes engrangent les profits, dont Vladimir Poutine, alors que le reste de la Russie souffre. Aucune volonté en Russie de résoudre ce problème, les oligarques l'empêchent. D'autres secteurs en subissent les conséquences. Comme l'a souligné le Moscow Times en août, le secteur manufacturier russe a connu en mars 2022 selon le média. L'indice des directeurs d'achat du secteur a chuté à 47, en juillet après 47,5 en juin. Un chiffre sous 50 indique un secteur en déclin, typique de la maladie hollandaise. Les autres secteurs s'affaiblissent, alors que la Russie concentre toute son énergie et son argent dans le secteur qui génère le plus de richesses. En cas de doute sur l'énergie comme source de richesse russe, il suffit de voir les chiffres de l'Institut d'études sur l'énergie d'Oxford. Il précise que les revenus pétroliers et gaziers russes comptent pour 30 à 50% du budget fédéral annuel. En plus de représenter environ 20% du produit intérieur brut de la Russie, Poutine ne veut pas changer cela. La Russie étouffe activement tous les innovateurs dans tous les domaines, car pour Poutine, le contrôle est plus important que la croissance. En juin, le Moscow Times rapportait que Poutine disait qu'il fallait les étrangler. Il parlait des géants technologiques occidentaux pouvant investir en Russie. Ces géants technologiques offriraient aux Russes, hors de la bulle oligarchique, des opportunités de réussir seuls, ce qui éroderait le contrôle que l'oligarchie exerce sur le reste de la population. Donc, le statu quo doit être maintenu. La maladie hollandaise doit continuer à s'aggraver. Bien sûr, cela crée un problème évident, comme l'explique Warburg. Il remarque que la Russie n'a pas de marques innovantes vendant à l'international comme beaucoup d'autres secteurs russes. Et cela signifie essentiellement que lorsque vous retirez le secteur de l'énergie, comme c'est le cas maintenant, l'économie russe dans son ensemble peut rapidement s'effondrer comme un château de cartes. Cela nous mène au point suivant. La maladie hollandaise de la Russie est encore plus profonde que ce que nous avons vu.
Comme mentionné précédemment, une grande partie du budget fédéral de la Russie dépend du secteur énergétique du pays. Devinez où part la majorité de ce budget actuellement. Dans l'industrie de l'armement russe, évidemment. Ce secteur représente l'une des très rares industries en croissance que la Russie possède actuellement. Et il a reçu énormément de financements qui ne peuvent provenir que des revenus du pétrole et du gaz, tellement de financements. En fait que Warburg affirme que cette industrie a fortement augmenté les salaires en Russie, provoquant des pénuries de main-d'œuvre ailleurs. Repensez à l'exemple des Pays-Bas mentionné plus tôt dans la vidéo. Cela a montré qu'une seule industrie en plein essor peut pousser des employés potentiels à abandonner d'autres secteurs pour gagner autant qu'ils le peuvent dans cette autre industrie. En ce moment, la production d'armes est cette industrie en plein essor en Russie, même si elle n'est rendue possible que grâce au secteur énergétique russe. Et d'autres industries russes commencent à ressentir la pression. Cela signifie que la maladie hollandaise de la Russie n'affecte pas seulement le pays au niveau national, elle nuit aussi à la Russie au niveau local. En février, British Broadcasting Corporation Monitoring a révélé qu'en 2024, la production industrielle russe avait augmenté de 46% par rapport à 2023. Cette croissance a été alimentée par des secteurs tels que la fabrication de métaux, l'électronique et la réparation de machines et d'équipements. Tous ces secteurs sont liés à l'économie de guerre instaurée par Poutine en Russie, mais l'impact se faisait sentir ailleurs. British Broadcasting Corporation Monitoring a rapporté que 13% des entreprises russes manquaient de fonds de roulement au premier trimestre 2024. Ce chiffre était passé à 25% à la fin de l'année. L'industrie manufacturière ne connaissait une croissance que grâce à l'industrie de guerre également. Spiegel Finance est cité dans les perspectives. D'après des estimations préliminaires, sur 183 points de croissance manufacturière en 3 ans, plus de 20 proviennent du complexe militaro-industriel. En raison des liens intersectoriels, les estimations précises sont impossibles, rendant le secteur civil principalement négatif. C'était en 2024. La situation ne fait qu'empirer en 2025. Pourquoi un Russe moyen voudrait-il travailler ailleurs que dans une industrie liée à la guerre alors que la guerre paie si bien ? À court terme, ce genre de problèmes locaux ne se manifeste pas immédiatement. Les gens gagnent plus en rejoignant le complexe militaro-industriel russe. Ils peuvent ainsi plus dépenser dans les commerces locaux, restaurants et magasins qu'avant. Cela suppose que ces commerces locaux survivent, bien qu'ils ne puissent rivaliser avec les salaires d'ailleurs. Mais tout cela n'est que temporaire, comme le souligne Warburg. Quand une communauté dépend d'une seule industrie, elle s'effondre si celle-ci fait faillite. Regardez la Rust Belt américaine, sauf New York, pour vous en convaincre. Forbes indique qu'en 1950, un tiers de la population américaine vivait dans la Rust Belt. L'acier, le charbon et les véhicules dominaient la production régionale. Mais avec le temps, la production d'acier et de véhicules a été délocalisée à l'étranger. Le charbon est devenu moins demandé avec l'essor du pétrole, du gaz puis des énergies propres. En 2000, la Rust Belt ne comptait plus qu'un quart de la population américaine, contre un tiers auparavant. Les gens partaient, envoyés vers d'autres États et d'autres secteurs parce que le travail dans les secteurs traditionnels de la Rust Belt avait disparu. Des communautés entières ont été détruites. Cela se reproduira quand l'économie de guerre russe cessera. Cependant, la Russie, étant une oligarchie, n'offrira pas autant d'options ensuite. Toujours le même argument de l'oligarchie contre la démocratie. Les innovations, notamment aux États-Unis, ont permis aux anciens habitants et travailleurs de la Rust Belt de saisir des opportunités ailleurs. En Russie, les seules opportunités qui existent sont celles offertes par l'oligarchie. Donc, ce que la Russie connaît, c'est une triple dose du syndrome hollandais. Tout le château de cartes repose sur son secteur énergétique, qui s'effondre. Si ce secteur s'effondre, les Russes, déjà limités pour voyager et commercer, seront bloqués, ce qui détruira de nombreuses entreprises. Avec l'effondrement du secteur énergétique et la fin de la guerre en Ukraine, l'économie de guerre russe disparaîtra et des communautés locales seront ruinées. La Russie a lancé une nouvelle frappe massive sur l'Ukraine. Elle a déployé des centaines de drones et des dizaines de missiles au-delà de la frontière, visant de nombreuses villes et localités à travers les régions ukrainiennes, y compris la capitale Kiev et d'autres grandes villes comme Kharkiv et Dnipro.
C'est le même genre de choses que l'Ukraine est obligée de gérer presque chaque nuit depuis de nombreux mois maintenant. Les attaques de ce type causent souvent de nombreuses victimes et détruisent massivement habitations et bâtiments, les réduisant en ruines. Mais l'Ukraine était prête pour cette attaque, et sa réponse a été à la fois rapide et brutale, une démonstration puissante des progrès réalisés par le pays. La frappe russe a eu lieu dans la nuit du 9 octobre jusqu'aux premières heures du 10 octobre, comme ils l'ont fait tant de fois auparavant. Les forces du Kremlin ont lancé une gigantesque attaque aérienne contre l'Ukraine, déployant près de 500 armes aériennes en une seule frappe. L'attaque comprenait des missiles balistiques, de croisière et des drones Shahed ainsi que d'autres drones d'attaque. Au total, l'armée de l'air ukrainienne a comptabilisé 497 menaces aériennes, dont pas moins de 465 drones de différentes sortes et 32 missiles. Pour aggraver les choses, la Russie a attaqué depuis de nombreuses directions. Des missiles et drones ont été lancés du nord-est et du sud entrant en Ukraine. Depuis les régions russes de Koursk, Milarova, Chatalova, Orel, Shakhty et Primorska-Akhdarsk. 200 drones Shahed de fabrication iranienne ont ouvert la voie, suivis par d'autres essaims. Les forces russes ont aussi tiré 2 missiles Kinzhal depuis Lipetsk. 14 missiles Iskander-M atteignent plus de 8000 km/h, soit 7 fois la vitesse du son. 12 missiles de croisière, Iskander-K, et 4 missiles guidés air-sol, KIH, 5969. Ce n'était pas seulement une attaque massive, c'en était une qui impliquait une grande diversité d'armements. Et cela a rendu la situation nettement plus difficile à gérer, parce qu'aucune de ces armes ne suit les mêmes schémas, ni les mêmes comportements. Elles sont toutes différentes, toutes uniques, et exigent chacune des approches totalement différentes pour les contrer et les neutraliser avant qu'elles n'atteignent leur cible. Et si l'Ukraine n'avait affronté que 500 drones Shahed sans autre type de drone ni missile, elle saurait exactement à quelle vitesse ces Shaheds peuvent se déplacer, jusqu'où ils peuvent aller et de quoi ils sont capables. Ces forces pourraient donc rapidement déterminer les meilleures façons de les abattre et déployer les défenses appropriées, éliminant probablement presque tous les drones tout en subissant des dégâts minimes. Ou, si l'Ukraine n'avait affaire qu'à un seul type de missile, elle pourrait au moins identifier le modèle en question et prendre les mesures appropriées pour le contrer. Cependant, quand la Russie envoie de divers drones et missiles aux vitesses, altitudes et trajectoires variées, cela complique la situation. Les défenseurs de l'Ukraine ont alors une tâche bien plus difficile à accomplir. Ils ne peuvent pas compter sur un seul système ou une stratégie de défense aérienne face à toutes ces armes. Ils doivent réagir vite, de façon proactive et variée, en choisissant les bonnes solutions au bon moment pour contrer chaque menace. Et c'est exactement pour cela que la Russie a attaqué de cette manière. Ils ont employé divers drones, missiles et vecteurs pour semer la confusion et submerger les défenses ukrainiennes. Ils avaient sûrement de grands espoirs pour cette frappe. Le Kremlin envisageait sans doute une destruction massive en Ukraine, avec de nombreux bâtiments détruits, et un lourd bilan de morts et blessés. Il se peut aussi qu'il ait espéré obtenir des renseignements précieux sur d'éventuels points faibles du réseau de défense aérienne ukrainien, qu'il pourrait utiliser pour orienter ses frappes suivantes. Dans les prochains jours et semaines, le Kremlin avait, sur le papier, de bonnes raisons d'être confiant. Comme mentionné précédemment, les attaques de ce type sont notoirement difficiles à gérer. Et presque n'importe quel autre pays au monde aurait énormément de mal à se défendre contre une attaque d'une telle ampleur. Cela inclut les grandes puissances. Même les pays au plus gros budget de défense et armées puissantes débutent dans la guerre par drone, un domaine en évolution rapide. Ils ne maîtrisent pas encore les tactiques et stratégies pour résister à des assauts aériens aussi intenses et imprévisibles. Cela a été démontré lorsque des drones russes sont récemment entrés dans l'espace aérien polonais. L'armée de l'air polonaise, soutenue par les alliés de l'OTAN, a dépêché des avions de chasse pour les abattre. Mais ils n'ont réussi à abattre que 4 drones au total, alors qu'on estime que 19 à 23 d'entre eux sont entrés dans la zone. Si la Pologne ou une autre nation de l'OTAN affrontait des centaines de drones et de missiles, ces tactiques seraient insuffisantes. Mais l'Ukraine est différente, car elle fait face à ce genre de situation depuis longtemps maintenant. Elle a subi d'innombrables attaques de drones et de missiles, exactement comme celle-ci. Il y a 1 mois, elle a affronté la plus grande frappe russe de la guerre,
avec plus de 800 drones Shahid et 13 missiles lancés sur Kiev et d'autres villes dans la nuit du 7 septembre. Début du mois, une attaque massive a impliqué plus de 500 drones et 50 missiles visant plusieurs régions d'Ukraine, dont Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporijia, Tchernihiv, Kharkiv, Kherson, Soumy, Kirovohrad et Odessa. C'est la réalité tragique de la guerre aujourd'hui. Chaque semaine qui passe, de nouveaux rapports font état d'attaques russes battant des records. Des milliers de drones et des centaines de missiles ont pénétré l'espace aérien ukrainien chaque mois en 2025. Et ce niveau d'agression intense ne risque pas de s'arrêter ou de diminuer de sitôt. Le 9 octobre, les commandants du Kremlin ont ordonné une nouvelle attaque majeure contre plusieurs villes ukrainiennes. On s'attend à ce qu'ils restent en retrait, écoutent pendant que les rapports affluent sur des frappes, la destruction d'infrastructures et des dizaines ou centaines de civils ukrainiens tués ou blessés. Malheureusement pour la Russie et son président, Vladimir Poutine, l'attaque ne s'est certainement pas déroulée comme il l'avait espéré. Parce que non seulement l'Ukraine a plus d'expérience que n'importe quel autre pays au monde en matière de subir des attaques massives de drones de façon remarquablement régulière, elle est aussi meilleure que presque n'importe quel autre pays sur la planète lorsqu'il s'agit de contrer ces attaques. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Malgré l'ampleur et l'intensité effrayante de l'assaut, le réseau intégré de défense aérienne de l'Ukraine, qui comprend tout, des unités mobiles de tir aux équipes de guerre électroniques, en passant par les équipages d'aviation de chasse et les brigades de rubans de missiles solaires, a réagi rapidement et efficacement. Ainsi, à 10h du matin le 10 octobre, les forces ukrainiennes avaient réussi à neutraliser presque toutes les menaces aériennes. Au total, ils ont abattu, ou neutralisé, 420 cibles dont 405 drones ennemis et plusieurs missiles, notamment un Kinzhal, 4 Iskander MS, 9 Iskander K et un KH 5969. Une publication Facebook sur le compte officiel du commandement de la force aérienne ukrainienne l'a confirmé. Dans la nuit du 10 octobre à partir de 19h, le 9 octobre, l'ennemi a lancé une frappe combinée sur le territoire de l'Ukraine, en utilisant des drones d'attaque, des missiles aériens et terrestres. Les troupes radiotechniques de l'armée de l'air ont détecté et suivi 497 engins aériens, 32 missiles et 465 drones de divers types. L'attaque aérienne a été repoussée par l'aviation, les missiles anti-aériens, la guerre électronique, les systèmes sans pilote et les groupes mobiles de tir des forces de défense de l'Ukraine. Selon les premières données, à 10h, la défense aérienne a neutralisé 420 cibles dont 405 drones ennemis, Shahid Gerbera, des drones d'autres types, un missile aérobalistique KH, 47 M2, Dag 4 missiles balistiques, Iskander MKN, 23, 9 missiles de croisière, Iskander K, et un missile aérien guidé KH, 5969. De plus, 4 missiles ennemis ont manqué leur cible. Les lieux d'impact restent à vérifier. Des impacts directs de 13 missiles et de 60 drones d'attaque ont été enregistrés sur 19 sites, et les fragments des engins abattus sont tombés sur 7 sites. Ainsi, non seulement l'Ukraine a réussi à neutraliser près de 85% de l'arsenal aérien russe, mais plusieurs missiles supplémentaires n'ont pas atteint leur cible. Seule une petite fraction, soit 13 missiles et 60 véhicules aériens sans pilote, a réellement causé des dégâts. Ceci montre l'incroyable efficacité de l'Ukraine à résister aux attaques aériennes russes et la performance impressionnante de son bouclier de défense aérienne. Cela grâce au développement, aux innovations nationales et au soutien précieux de nombreux alliés de l'Ukraine dans l'OTAN et le monde occidental. Le simple fait que l'Ukraine ait abattu un Kinzhal, l'un des missiles balistiques les plus rapides aujourd'hui, capable d'atteindre Mach 10, soit plus de 12 000 km/h. C'est sans doute l'aspect le plus impressionnant de cette histoire. Cela montre que les défenseurs ukrainiens font un usage intelligent des systèmes de défense aérienne sophistiqués fournis par l'Occident, comme les Patriots américains et le SAMTI, des batteries pour contre-attaquer, des missiles hypersoniques autrefois jugés impossibles à intercepter. Chaque fois que l'Ukraine réussit un exploit de ce genre, cela sape la confiance de la Russie et érode le moindre avantage stratégique que le Kremlin pense pouvoir avoir. Cela confirme la stratégie de l'Ukraine et montre que le pays progresse, devenant chaque jour plus fort et résilient. Malgré des aspects encourageants,
certains drones d'eau et missiles ont réussi à contourner les défenses ukrainiennes et à causer des dégâts dans le pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé sur X pour décrire l'impact franc de l'attaque. Sur de nombreux sites critiques, les efforts de rétablissement continuent après la frappe russe contre l'énergie. Attaque cynique et calculée, avec plus de 450 drones et 30 missiles utilisés comme cible. Tout ce qui permet une vie normale, tout ce dont les Russes veulent nous priver. À l'heure actuelle, plus de 20 personnes ont été signalées blessées à travers le pays. Toutes reçoivent l'aide nécessaire. Un enfant a été tué à Zaporijia lors de l'attaque. Sincères condoléances à la famille et aux proches. La perte tragique d'une vie jeune et innocente nous rappelle que même lorsque l'Ukraine parvient à défendre efficacement son territoire contre la grande majorité des drones et missiles russes, ceux qui parviennent à échapper aux intercepteurs, aux systèmes de guerre électroniques et aux unités mobiles de tir peuvent encore infliger des dégâts indicibles, poursuit Zelensky. À Kiev, des équipes réparent l'électricité et l'eau. Des coupures de courant ont été signalées dans les régions de Kiev, Donetsk, Tchernihiv, Tcherkassy, Kharkiv, Soumy, Poltava, Odessa et Dnipro. Les régions de Zaporijia, Kirovograd et Kherson se rétablissent aussi après l'attaque. Les services concernés œuvrent à la reprise et les premiers intervenants agissent où c'est nécessaire. Je reçois régulièrement des rapports du ministre du Développement des Communautés, Olekei Kuleba, de la ministre de l'Énergie, Svitlana Grinchuk, du ministre de l'Intérieur, Igor Klimenenka, et des responsables locaux. Une efficacité maximale est exigée de la part des représentants du gouvernement à tous les niveaux. En concluant son tweet, Zelensky a dénoncé les actions du Kremlin, soulignant que la Russie visait encore des infrastructures civiles et énergétiques au lieu de cibles militaires, en exhortant les alliés de l'Ukraine en Europe et en Amérique du Nord à poursuivre les sanctions et à soutenir l'Ukraine. L'infrastructure civile et énergétique est la cible principale des frappes russes à l'approche de la saison de chauffage. Ensemble, nous pouvons protéger les gens contre cette terreur. Il faut une action forte des États-Unis, de l'Europe et du G7 pour livrer des systèmes de défense aérienne et appliquer les sanctions. Pas des illusions. Nous comptons sur une réponse à cette brutalité de la part du G20 et de tous ceux qui parlent de paix dans leurs déclarations, mais qui s'abstiennent de prendre des mesures concrètes. Le monde peut se défendre contre ces crimes, et le faire renforcera sans aucun doute la sécurité mondiale. Merci à tous ceux qui aident. Il ne fait aucun doute que l'Ukraine bénéficiera effectivement d'un soutien supplémentaire de la part de ses alliés, afin de résister à tout ce que la Russie lui enverra dans les semaines et les mois à venir. Cependant, en attendant, cet incident montre que Kiev fait un travail tout à fait remarquable pour défendre son territoire et repousser une grande partie des menaces du Kremlin. Un niveau exceptionnel de défense aérienne, de technologie, de stratégie et de coordination est nécessaire pour intercepter des centaines de drones et des dizaines de missiles en une nuit. C'est précisément ce que l'Ukraine a fait le 9 octobre et à plusieurs reprises ces dernières semaines et mois. Par exemple, le 5 octobre, la Russie a mené une attaque massive avec près de 550 engins aériens. Sous plusieurs angles, la défense aérienne ukrainienne a repoussé 478 cibles, 439 drones, Shahed et Gerbera, un missile Kinzhal, 32 missiles de croisière, Iskander-K et 6 calibres. Le même genre d'histoire se répète régulièrement. La Russie lance des centaines de drones vers l'Ukraine, qui réussit à en détruire presque tous, anéantissant ainsi des équipements militaires russes valant des millions, voire des milliards de dollars. Malheureusement, des pertes persistent et le peuple ukrainien a dû pleurer des milliers de victimes civiles cette année. La situation n'est ni stable ni durable. Mais le fait que les forces armées ukrainiennes parviennent constamment à arrêter plus de 80% de toutes les menaces aériennes entrantes est une raison de se réjouir. Cela ne suffit pas à sauver chaque vie ni à préserver chaque bâtiment. Mais cela limite fortement les dégâts que les drones et missiles du Kremlin peuvent causer. Il convient également de noter que l'Ukraine semble, dans l'ensemble, s'améliorer de plus en plus. Abattre un grand nombre de drones russes et minimiser le nombre de victimes ainsi que les dégâts subis à chaque nouvelle attaque sur son territoire. En attendant, alors que la Russie poursuit ses assauts aériens imprudents et impitoyables contre des infrastructures civiles comme les hôpitaux, les habitations et les centrales électriques, l'Ukraine répond par des attaques bien plus brutalement efficaces de son côté. Quelques jours après cet incident, dans la nuit du 13 octobre, des drones ukrainiens ont frappé le principal dépôt de pétrole russe à Féodossia,
en Crimée. Un incendie massif s'est déclaré à la suite de l'attaque, et une source du service de sécurité ukrainien a révélé l'ampleur des dégâts, déclarant au Kiev indépendant. Les drones ont frappé au moins 5 réservoirs, provoquant un important incendie sur le dépôt de pétrole. Des vidéos capturées par des habitants et partagées en ligne ont rapidement donné une image claire de la scène. Un incendie massif et de la fumée noire s'élevèrent du dépôt, remplissant le ciel au-dessus de Féodosia. Les habitants ont aussi signalé que la lueur de l'incendie était visible de loin, alors que la source du service de sécurité d'Ukraine a indiqué qu'une sous-station électrique voisine avait également été endommagée lors de l'attaque, ainsi qu'une autre sous-station dans la ville intérieure de Simferopol. Ajoutant que le service de sécurité d'Ukraine continue de réduire systématiquement la capacité militaire, logistique et économique de l'ennemi à faire la guerre contre l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense, quant à lui, a déclaré avoir abattu plus de 100 drones ukrainiens dans les régions russes et les territoires ukrainiens occupés, dont 40 au-dessus de la Crimée. Malgré ces efforts, le Kremlin n'a pas pu empêcher la frappe sur cette infrastructure pétrolière essentielle. Il est impossible d'estimer combien de pétrole est parti en fumée après l'attaque. On sait que l'installation, site multifonctionnel de transbordement de pétrole et produits pétroliers entre wagons-citernes, navires et réseaux routiers, peut contenir jusqu'à 250 000 tonnes de carburant. Cela en fait un rouage essentiel dans la machine de guerre du Kremlin, fournissant le carburant nécessaire pour alimenter tout, des jeeps aux chars, en passant par les avions, les générateurs et bien plus encore. Les rapports précisent qu'un jour après l'attaque, l'installation brûlait encore, une colonne de fumée visible à des kilomètres. Selon les médias locaux et les messages télégrammes de la chaîne Crime and Wind, qui a écrit « Une fumée toxique flotte au-dessus de la ville, visible depuis Stary Krim, à 25 km de là. L'odeur est perceptible jusqu'à 10 km du site de l'incendie en Crimée. » Wynne a également noté que plus de 800 personnes avaient été évacuées de la zone, révélant dans des messages supplémentaires que 6 réservoirs de carburant étaient en feu, et une colonne de fumée colossale mesurant environ 36 km de long s'étendait à travers la Crimée en direction de la péninsule de Kertch, démontrant à quel point l'incendie initial devait être énorme. Ceci illustre encore parfaitement la différence de tactique entre les deux camps. La Russie lance tout ce qu'elle a sur des cibles disparates partout en Ukraine, comptant sur la force brute pour submerger son opposition, et cause un maximum de dégâts à toute personne ou bâtiment, même des civils innocents et des infrastructures inoffensives. L'Ukraine, quant à elle, choisit ses cibles avec beaucoup plus de soin, éliminant un à un des éléments clés de l'infrastructure énergétique de la Russie pour plonger le pays dans le chaos. Ces attaques se sont révélées bien plus efficaces que celles de son ennemi, puisque la Russie fait actuellement face à une crise énergétique sans précédent, avec des prix qui augmentent de 50% voire plus dans certaines régions. De nombreuses stations-service ont été contraintes soit de fermer complètement, soit de limiter la quantité et les types de carburant que les clients sont autorisés à acheter. Les dernières frappes sur le dépôt pétrolier de Féodosia ne feront qu'aggraver cette crise, plongeant le Kremlin dans une situation encore plus désespérée et sans issue. Découvrez-en davantage sur cet incident en particulier, et comment il s'inscrit dans la stratégie plus large de l'Ukraine, visant à cibler les infrastructures énergétiques, dans notre récente vidéo sur le sujet. Sinon, regardez cette vidéo montrant comment les chars T-90M russes, prétendument invincibles, n'ont pas survécu plus d'une journée sur le champ de bataille ukrainien. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, pour rester informé et à jour sur toutes les grandes actualités et évolutions de cette guerre, ainsi que des autres conflits militaires importants dans le monde.